Bond. James Bond. You fuck my wife. Bonjour à toutes et à tous, nous voici pour un nouvel épisode de Agorama. Je suis toujours avec la Dream Team, avec Lise et JB. Bonjour. Salut. Salut. Alors, comment ça va vous ? Oula, Avec ce beau temps, tout est relatif. question compliquée. On est début mai, bon, c'est pas fifou, mais espérons que pour ce week-end de départ en vacances, il fera beau pour chacun qui fait le pont ou qui ne font pas le pont. Et en quel cas, c'est encore plus triste d'avoir une belle journée un vendredi où on travaille. Courage à vous. Cette semaine, nous allons parler de Punch Drunk Love, un film sorti en 2002, réalisé par Paul Thomas Anderson. Et c'est un film proposé par JB, qui nous en parlera bien en détail, parce que moi je le connaissais pas du tout avant ta proposition. Et le réalisateur et le film, où tu connaissais un petit peu, t'avais vu peut-être Magnolia, Non, There Will Be Blood, des trucs comme ça, des trucs plus récents, Licorice Pizza, son dernier film. non. Non, Lise non plus. Non plus, j'ai entendu parler de ces films, mais je les ai pas encore découverts pour l'instant. Et après cette découverte de Punch Drunk Love, je suis pas sûre de vouloir voir la suite. Ah, C'est pas que c'est pas un mauvais film, mais ça m'a mis un peu mal, en vrai. mal ou mal à l'aise? Non, mal. Mal. Pourquoi? Je sais pas, c'est à la fin du film, toi, je regarde et tout, je suis ok, et puis je sais pas, j'ai comme une bouffée d'angoisse. Bah, ouais. Mais je pourrais pas te dire pourquoi, Après, parce que le c'est- film, il y avait rien de particulier dans le film qui te met mal, à part la musique qui C'est ce que je disais. qui a un truc un peu spécial. Je pense qu'on en parlera Mm. plus en détail après. Tout à fait. Ouais. Et au casting, avec Adam Sandler dans le rôle de Barry Egan, je suis pas sûre que ce soit un très bon choix. Ah bah là, pourquoi on est en désaccord? Parce oui. que... Alors moi, Ah ouais. j'aime vraiment pas Adam Sandler en général. J'ai été étonné de voir en faisant mes recherches que PTA, parce que Paul Thomas Anderson, ça avait été un petit peu long, je pensais dire à chaque fois, donc PTA en général, PTA. c'est plus simple. Lui, il était vraiment fan de lui, des films qu'il avait fait jusqu'à maintenant. Mhm. Et alors moi, je dois reconnaître que c'est pas des films que j'ai vus, mais même en général, moi, Adam Sandler, c'est pas un mec que je trouve drôle ou captivant, mais moi, dans ce film, je trouve que justement, à essayer de prendre une grosse voix, à être dans la retenue, à avoir cette corporalité très voûtée, je l'ai trouvé très, très juste et vraiment beau à voir. Ah ouais, parce que moi, tu vois, au contraire, j'adore Adam Sandler dans ses autres films. Je suis une grande fan de Little Nicky, d'ailleurs. Et je trouvais qu'en fait, il faisait trop du Adam Sandler dans ce film-là, tu vois. Ah ouais? Les mimiques faciales et tout, je trouve que ça allait pas du tout avec les émotions du personnage. Ça m'a un peu perturbée. J'avais vraiment l'impression de le revoir dans Little Nicky, quoi. Mais sur un ton plus dramatique. Mais ouais, non, je trouvais qu'il poussait pas assez son jeu. Après, moi, je suis pas actrice, donc voilà, c'est compliqué de juger. Mais j'ai quand même des yeux et j'ai vu pas mal de films d'Adam Sandler. Et clairement, pour moi, il faisait du Adam Sandler dans ce film. Et Little Nicky, c'est une comédie? Ah ouais, c'est le fils de Satan. Ah, Et ok. il est trop drôle ce film, franchement, c'est à regarder, c'est vraiment hyper poilant. Ok. Moi, je l'ai vu quand j'étais ado, je devais avoir 14 ans, Pépite. Ok. Fait partie de mes films cultes personnels, mais j'aime vraiment beaucoup. Parce que, en plus, son frère lui a foutu un coup de pelle, donc il parle un peu comme ça. Et c'est méga drôle. Bref, c'est un vrai gentil dans un monde, dans l'enfer, tu vois. Et c'est très poilant. On retrouve également Emily Watson dans le rôle de Lena Leonard, que j'ai trouvé superbe. Franchement, bonne actrice. Je l'ai trouvé au top. Phil Seymour Hoffman, Oui. dans le rôle de Dean Trumbull. L'homme matelas. Oui, c'est ça. Très très bon acteur de toute façon. On n'est Oui, jamais oui, déçu oui. avec Comme ça, lui. j'ai des- Non, même dans les Euh, mauvais films, il est bon, il est... Ouais. Et pour l'anecdote, donc il a pas mal tourné avec PTA Mhm. et son fils, qui doit être un jeune adulte aujourd'hui, a fait son premier film dans Licorice Pizza, qui est le dernier film en date Oh, d'accord, c'est ok. donc lui. de Paul Thomas Excellent. Anderson. Et il lui ressemble beaucoup. Il est parti pour avoir il a pas fait beaucoup de films depuis, je crois, mais il joue très bien et Mhm. Il y aura une belle carrière. j'espère. Ok, Il la mérite. trop bien. Et nous avons Luis Guzman dans le rôle de Lance. J'aime beaucoup cet acteur aussi. Oui, pareil, très juste aussi. Il parle pas beaucoup dans ce film, mais moi je trouve que niveau tu vois, expression faciale, tout était dit. Enfin, là-dessus, il est très bon, tu vois, comparé Mais, à Adam Sandler. Lui, c'est comme
il s'appelle comment le mec dans Shining, l'acteur principal Jack Nicholson. Oui, Jack Nicholson. Je trouve il a un peu ce truc d'avoir une gueule qui renvoie déjà beaucoup d'émotions. C'est vrai. Mais lui, je trouve qu'il a, parce que moi j'aime pas trop le jeu de Jack Nicholson, je trouve qu'il a justement l'intelligence de ne pas froncer des sourcils et faire des têtes bizarres, en plus de faire des grimaces, en plus de ce qu'il peut envoyer. Enfin, lui aussi, je trouve qu'il a vraiment un très beau jeu. Il a fait quelques autres films aussi que j'ai vraiment beaucoup aimé, lui. D'accord, ouais. Il sera projeté au cinéma Le Majestic le 17 mai à 20h, donc à ne pas manquer. Non. Car ça reste quand même un beau film, même si il m'a personnellement laissé une impression un peu étrange. Ça reste vraiment un film à voir, je pense. Et évidemment, pour savoir de quoi nous parlons, nous avons besoin d'un résumé. Et c'est JB qui va nous faire un petit résumé. Je vais être assez concis cette fois, parce que je pense que c'est assez facile à résumer. C'est l'histoire de Barry Egan, qui est un homme bizarre. Je pense que je vais encore utiliser ce concept très précis de bizarrerie, parce que c'est difficile de l'écrire autrement. Et alors que c'est aussi quelqu'un de très solitaire, il va rentrer dans une relation amoureuse. Il va tomber amoureux en tout cas. Et de là vont découler plusieurs situations. Je pense qu'on n'a pas besoin de rentrer plus dans les détails. C'est vrai. On le fera certainement pour parler de scènes en particulier. Je pense qu'en termes de résumé, vous n'avez pas besoin de savoir beaucoup plus que ça. Voilà, c'est vrai que c'est un bon résumé quand même. Donc, il est solitaire et il exprime dès le début du film un vrai mal-être, quoi. Oui, c'est peut-être ça qui met mal à l'aise. Oui, mais c'est pour ça que c'est marrant que tu aies eu ce cheminement émotionnel, parce que justement, le film il commence, il est crispé, il y a la scène là, l'anniversaire de sa sœur. Où il est comme ça, et plus le temps passe et plus quand même il a des scènes où il va se prendre en main, il va se libérer d'un poids, je trouve, justement. Parce que tout à fait. moi j'ai vraiment eu ce truc début milieu où j'étais là, oui c'est vrai que quand même là il est dans ce truc avec le téléphone rose là je me dis c'est quand même une belle galère. Et en fin de compte je trouve qu'il y a justement une résolution feel good, mais vraiment pensé comme un truc feel good de la part du réalisateur. Ouais. Je vous propose qu'on se plonge directement dans l'ambiance, comme à chaque fois, avec un petit extrait musical. Et là, du coup, c'est Punch Drunk Love Melody. Est-ce qu'on aura He Needs Me? Oui, très bien, très bien. Et voilà, c'était la douce mélodie de Punch Drunk Love, très doux, très sweet, très... Ouais, franchement, elle est pas mal. Et elle ponctue vraiment tout le long du film. Même presque anachronique, je trouve. Plus, on l'imaginerait plus d'un film qui aurait 20-30 ans, de plus, voire même 40, enfin un truc très classique, quoi. Ouais, on s'imagine un film en noir et blanc, quoi. Tout à fait. Ouais, assez facilement, ouais. Mais très joli, très doux à écouter, j'ai bien aimé. Alors, première question, évidemment. Oula. Ouais, parlons du personnage de Barry Egan. C'est Adam Sandler, qui est donc le rôle principal. Et comme tu disais tout à l'heure, c'est un homme un peu discret, qui ne parle pas trop, qui est dominé par ses sœurs, par les femmes en général, parce qu'il subit aussi du chantage de la part d'une femme qu'il a appelée au téléphone rose,
qui lance un peu une intrigue, mine de rien. Alors du coup, la question c'est pourquoi avoir choisi un personnage aussi soumis en rôle principal. On est clairement, enfin c'est pas non plus un anti-héros, tu vois, Non. mais on est quand même sur un personnage très très soumis dans un film d'histoire d'amour, quoi. D'habitude pour les hommes, c'est ils sont plus aventureux, plus sûrs d'eux. Lui, c'est pas du tout son cas, quoi. Bah déjà parce que pour la raison que tu as évoquée, parce que d'habitude c'est pas ça. Donc je pense que faire Oui, quelque chose qui c'est a pas simple, été fait d'habitude, je pense que c'est déjà C'est une bonne idée. on pourrait s'arrêter là. Et parce que bah je trouve que c'est encore plus beau parce que quelque part quand tu prends je sais pas les mecs dans le journal de Bridget Jones, tu te dis bon bah là s'ils finissent pas avec Bridget ils sont cadres je sais pas quoi 2 mètres de haut, ils vont à la... Non mais tu te dis bon bah si c'est pas Bridget ce sera une autre et ils ont une belle vie amoureuse devant eux. Alors que Barry, bon, c'est pas si sûr. Enfin, Bah, il a pas de meuf en fait. oui, non, Il mais est très solitaire. et ça tu se voit dès le l'imagines début. mal. Enfin, tu l'imagines pas forcément. C'est pas évident qu'il trouve l'amour. Et C'est en clair, plus, ouais. bon, je suis pas à ce point-là, mais je pense qu'on a tous, on peut tous à peu près s'identifier sur certains points à Barry. Enfin, sur le fait que, au début là, quand sa sœur a ramené une fille et qu'il a, ah non, moi j'ai pas envie que, enfin. Que tu l'amènes à l'anniversaire, qu'on se parle ensemble, enfin que vous nous voyez en train d'essayer de faire tout je sais pas quoi, et bah c'est un truc, ça va dans son personnage, en même temps c'est un truc où tu peux t'identifier, enfin tu te dis oui ça peut être bizarre comme ça qu'on te présente des trucs. Bah, tu sais, les rendez-vous arrangés, personne n'aime ça. Hein. Mhm. Mais hyper donc badant. c'est, pour résumer, moi c'est inhabituel, donc déjà ça se justifie, et je trouve que c'est beau de voir ce genre de personnage trouver l'amour. Oui, oui. Bah après, son personnage a quand même un caractère pas évident non plus. Non. Il casse pas mal de choses. C'est quelqu'un qui a du mal à gérer ses émotions. Bah, Et il le fait par la violence. Complètement. Parfaitement. Mais du coup, est-ce qu'elle vient pas un peu cette rencontre-là vient justement l'aider à gérer autrement. Et là où il était enfermé dans quelque chose via les personnages de ses sœurs et de la personne qui lui fait du chantage, et ben il y a une nouvelle image, une nouvelle personnalité féminine qui vient l'en délivrer. Et d'une certaine manière, c'est un peu comme si on pouvait échanger un peu les rôles, là où d'habitude c'est peut-être un homme qui vient délivrer une femme entre guillemets, ou la sauver entre gros guillemets encore une fois. Bah là on a à l'inverse, elle adopte presque des caractéristiques qu'on pourrait imaginer entre très gros guillemets encore une fois, cliché, quoi. Cliché du Dominante. masculin, dominante. Voilà. Justement, c'est avec ma deuxième question. Ouais, plus aventureuse, plus c'est prend ça. les devants. Plus etc. expérimentée. Ben, oui, Aussi, oui, parce que, c'est vrai, elle a 6 ouais. mois, il y avait 6 mois qu'elle avait, mais elle a eu quelqu'un avant. Elle a même été mariée. C'est ça. Alors justement, le personnage de Lena est complètement l'opposé en fait de Barry, parce que comme tu disais, elle est plus aventureuse, plus calme, elle sait ce qu'elle veut. Elle est plus honnête, parce que lui, il a tendance à mentir énormément. Elle est franche dès le départ. Quand elle dit, ben écoute, j'ai vu une photo de toi, j'ai eu envie de te rencontrer, donc je préfère te le dire avant qu'on aille plus loin. Elle est hyper cash, tu vois. Et du coup, effectivement, la question se pose de savoir quelle influence elle a sur Barry tout au long du film. Ah bah plutôt positive de toute façon, je pense que c'est. Mais ce qui est marrant, c'est qu'elle est aussi assez maternante. Elle est. En fait, c'est pas, on va dire, la femme idéale qui vient pour chercher Barry. C'est quand même une fille qui a ses propres défauts, ses propres bizarreries. Enfin, parce que je crois que quand elle parle de la photo de Barry, elle parle du fait que du coup, on dirait un peu un enfant. Enfin, le fait qu'il a l'air d'être un peu soumis, docile en tout cas. Quand ils sont sur le lit comme ça, à se dire des mots doux, elle lui dit aussi des trucs très bizarres sur le fait qu'il a une belle bouille, un truc comme ça. Ouais, qu'elle a envie de le mordre et de lui arracher les yeux. Non, lui sucer les yeux. Oui, lui arracher le visage. Et lui, il dit moi j'ai envie de te défoncer le visage à coups de marteau. Tellement t'es belle, je sais pas quoi. Voilà. C'est une drôle de forme d'amour. Oui, mais ils ont l'air de s'entendre là-dessus. Non, mais exactement, c'est là où je veux en venir, c'est qu'ils s'entendent là-dessus. C'est qu'elle lui montre que il peut avoir des gens, enfin des personnes adaptées à lui, avec qui il n'a pas à être bizarre, à chercher à se cacher comme il le fait avec les autres, quoi. Je dirais même qu'elle lui montre un exemple. Alors l'exemple peut-être pas, mais un exemple. Et elle ouvre une forme de communication qui avait peut-être pas eu lieu avant. Un nouveau canal de communication, une nouvelle façon de faire et de pouvoir du coup gérer au mieux, puisqu'il peut communiquer tout ça, quoi. Exactement. Alors, question 3, puisqu'on fait vite le tour, en fait, mine de rien, c'est très très bien. Et c'est une question couleur.
Et justement, en fait, c'est toi, Lise, qui me parlait de ça, justement, qu'il y avait un rapport de couleurs. Donc, j'y ai prêté attention, effectivement, dans le film. Et donc, il y a ce jeu de couleurs entre deux personnages, entre Barry, qui est tout le temps en bleu, et donc son univers est en bleu, et Lena, qui est en rouge. Question, pourquoi, selon vous? Est-ce que ça renvoie directement bleu pour les garçons et Non, rouge pour les absolument femmes, pas. ou pas du Faut- tout? Non. Personnellement, alors, comment je l'envisage, et personnellement, non, j'imagine pas du tout que c'est une question du genre. C'est plutôt une question de ce que ça représente et de l'état émotionnel de chacun. C'est-à-dire que, pour moi, Barry, si je reprends Mulholland Drive, il y avait un peu le même genre de couleur, il me semble. Le bleu était très présent, mais le bleu représentait le rêve. Oui. Pour moi, ici, ça représente pas le rêve, mais plutôt une forme de tristesse, peut-être. D'amertume. Oui, voilà. Oui, en Le plus, c'est un côté bleu assez isolé froid, quoi. aussi, Mm. que tu retrouves dans le cadre également. Et le rouge, clairement, pour moi, c'est l'amour qui arrive, quoi. C'est l'amour qui débarque, c'est la passion, je le vois plus dans ce sens-là. Oui, en plus, on voit qu'au fur et à mesure du film, au fur et à mesure où il tombe amoureux, son costume change. La cravate n'est plus bleue, mais elle est rouge. Notamment quand il part pour aller la retrouver. On voit clairement qu'il a une cravate rouge, en fait. Et pour moi, ça signifiait le fait que voilà, il tombait amoureux, tu vois. Il porte une partie d'elle sur lui, quoi. Il est marrant ce costume parce que quand on le voit, bon déjà il lui va pas très bien, mais on a l'impression que c'est le genre de... Parce qu'enfin il va le porter tout le long du film, on a l'impression que c'est le genre de truc qu'il a porté toute sa vie. Comme cette espèce de truc, comportement un peu monomaniaque qu'on peut voir chez certaines personnes. Mais ce qu'on nous dit assez vite, en fait, c'est que le début du film, le moment où on prend le personnage, c'est le premier jour où il a ce costume. Oui. Et t'as un peu cette idée que donc, ce personnage qui est quand même très routinier, très dans ses habitudes, son changement, ce casque qu'il a, cette volonté de s'extirper de ses habitudes, il l'a eu quand même avant que le film commence. Et ça, c'est assez intéressant. Non, je voudrais juste finir sur ce costume qui est quand même aussi assez curieux. C'est sur la façon qu'il a de ne pas lui aller. Et ce que je trouve assez marrant. Parce que Adam Sandler, il a un corps... bon, il est pas forcément très... On va dire très musclé, très... Et là, je trouve il accentue des caractéristiques de son corps, donc plutôt et enfantine et peu viril. Je pense notamment au fait que donc il est très serré en haut, avec son côté voûté qui donne un peu un côté pingouin, et qu'au niveau donc des hanches, la façon qu'a la veste de retomber, c'est très large. On voit que ça fait un peu un flop d'un peu, enfin ça vole à peu près. Enfin, je trouve que c'est mal taillé évidemment, mais d'une façon, je trouve que ce qui est très intéressant sur comment du coup ça façonne le corps de ce personnage. Ça fait comme si c'était un enfant qui grandit, tu vois. En fait, on se rend compte que les épaules sont plus serrées parce que du coup, quand tu grandis, tu prends un peu de masse, donc du coup les épaules sont plus serrées, mais le reste du corps c'est plus large parce que tu t'affines encore un petit peu en même temps, tu vois. Et du coup, ça lui donne un côté un peu, j'essaie de me redresser, et ça donne aussi un côté, en fait, quand ils disent, mais pourquoi t'as ce costume, depuis quand t'as ce costume, pourquoi tu fais ça avec ce costume, ça signifie clairement qu'en gros, lui, il a changé un truc chez lui, tu vois. Comme si il cherchait à donner une autre image de lui, qu'il voulait changer aussi, tu vois. Donc il grandit comme quand on passe par l'adolescence, tu vois. Et donc, eux veulent le garder dans l'état. Bah oui, parce qu'ils ont toujours une emprise sur lui. Enfin, quand on voit les filles, je sais pas combien il en a en tout, mais il y en a 7, et je crois qu'il y en a 4, 5 qui l'appellent pour dire mais tu viens ce soir, t'es sûr que tu viens ce soir, tout le monde dit que tu venais ce soir, donc elle l'appelle, elle vient le voir et tout quand même. Il y en a une qui l'appelle. Et il répond, du coup c'est celle qui vient quand il dit qu'il apprend qu'il va y avoir la sœur dit je sais pas, et c'est là qu'en fait ça lui dit non mais les autres ont dit que tu venais, donc en fait tu te dis mais depuis le début elles parlent entre elles sur le fait qu'elles savent qu'il va venir, mais elles vont quand même le rappeler à chaque fois pour redemander s'il vient. Bah, elle le drive tout le temps en fait. Parce que c'est quelqu'un qui, au début du film, vu son caractère, t'as l'impression qu'il a besoin d'être drivé aussi, en fait. Et un truc, parce que là j'y pense, on parle des sœurs, un truc que je trouve... il n'est pas forcément naturaliste, Paul Thomas Anderson, mais il aime quand même ajouter des éléments du réel. Et je trouve un truc qu'on voit assez peu et qui est très, je trouve, représentatif de ce que c'est d'avoir une sœur. C'est c'est la scène quand il commence, donc la sœur qu'on voit le plus, j'ai oublié son nom parce que je crois qu'elles sont très peu nommées. Donc celle qui présente Léna. Léa ou Léna? Léna. Donc elle dit oh, je suis désolé, mon frère il est un peu bizarre, et elle dit ouais bon c'est vrai qu'il est un peu bizarre, et là elle se retourne, elle fait mais tu fais quoi, c'est moi qui dis ça, toi tu... C'est vrai, et ça c'est très c'est très un truc de, je suis d'accord. Voilà, et je voulais juste finir sur les couleurs parce qu'on en parlait un petit peu, parce que je trouve donc moi je suis d'accord sur Lise sur le sens des couleurs. Mais ce que je trouve aussi intéressant dans les couleurs, c'est l'utilisation qu'on a faite, comment elles sont manipulées, notamment sur ces
sur ces séquences un peu abstraites qu'on a, Tout à fait. d'aplats, de couleurs qui se mélangent. Donc ça, j'ai vu, c'est un artiste qui s'appelle Jeremy Blake qui les a réalisés. Mhm. Et c'est assez intéressant parce que tu as l'impression des fois que ça va servir comme une transition. Parce que c'est souvent un peu comme ça que ce genre de panneau sert, mais des fois ça va juste être, on est dans une scène, on va avoir ça, donc je trouve qu'il retranscrit très bien comment des fois on peut avoir des papillons dans le ventre, ce genre de truc, les lumières comme ça, enfin les couleurs qui vont s'agiter comme ça en nous, et on va rester sur la même scène, donc il y a un vrai travail là-dessus, je pense, justement de mélange des couleurs, et un sens d'un point de vue intellectuel comme a dit Lise, où le bleu, solitude, amertume, rouge, comme ça. Et je trouve un sens très émotionnel, un truc vraiment très du ressenti, quand justement on va vraiment les manipuler sur ces scènes-là. Mais oui, je dirais même, je suis tout à fait d'accord. Je trouve que ce film, il joue sur plusieurs de nos sens, en fait. Ouais. Sur le visuel et sur l'auditif, clairement. Enfin, ça te fait ressentir beaucoup de choses. Moi, je trouve que tout du long, tu suis l'intériorité de ce personnage, quoi. Enfin, ça prend tout son sens, quoi. Ben, on en parlait vite fait. Je crois que la première musique qu'on a mis est un peu un moment comme ça, quand il ramène le piano dans la rue, qu'on découvrira plus tard être un harmonium. Donc il le met sur son bureau. D'ailleurs, c'est un peu bizarre, il pourrait le mettre à terre comme ça, mais il le met sur son bureau. Et tu vois qu'en même temps qu'il déroule certains éléments de l'instrument, des bruits vont en sortir, mais des bruits qui sont, je pense, enfin alors je ne me connais pas en harmonium, mais des bruits qui sont, je pense, pas ceux de l'instrument, et qui seraient plus du coup ceux que, donc des bruits qu'on a de façon extra-diégétique, donc en dehors du film, de l'univers du film, et donc des bruits qui seraient plutôt ceux qui s'imaginent en manipulant cet instrument. Ouais. Donc quelque chose que je trouve assez beau comme ça, où t'as un truc, parce qu'on voit, il appuie sur les touches par exemple, il se passe rien, mais bah lui il se faisait des idées là-dessus, donc il appuie sur la touche et du coup ça peut faire une note comme ça de façon extra-diégétique dans le film. Et je trouve ça très beau et très, très élégant et très, très à l'image de ce personnage qui est assez doux, quoi. Ok, oui. Alors doux, j'irai pas jusque-là, mais... Si, doux. Non mais doux. Non mais doux avec des problèmes de violence, mais doux quand même. Oui, il a quand même des trucs à régler, je pense. Oui, mais on est d'accord. mais je trouve que enfin, il a sûrement d'ailleurs été plus ou moins contraint dans cette douceur. Et c'est ce qui fait qu'il l'explique comme ça, mais je pense qu'il n'en est pas moins doux pour autant. Oui, puis à sa sœur qui arrête pas de lui rappeler que... c'est gay boy. Ouais, voilà, qu'il aimait pas ça, qu'il avait cassé un truc parce qu'il avait un marteau dans les mains. Oui, il voulait construire une niche et elle l'harcelait, du coup il s'est mis à péter un truc et de toute façon on voit ce truc précis de péter les baies vitrées, il en est pas ressorti. Oui, maintenant parce qu'il a repété les baies vitrées à l'anniversaire de sa sœur, donc voilà. Oui, je sais. Après, oui, je sais pas, mais je pense que ça peut arriver à beaucoup de monde d'avoir ce côté-là. T'es tellement oppressé qu'il faut que ça sorte. Bah, après, faut pas que ça sorte sur n'importe qui, n'importe quoi, bien sûr. Bien évidemment, ça excuse rien, voilà. Dans la réalité, mais je trouve que c'est très réaliste. Encore une fois, vraiment très réaliste, quoi. Je pense qu'il est colérique par nature, mais que oui, c'est ce qui se passe quand des enfants colériques, tu veux à tout prix qu'ils soient sages et calmes, et bah ça fait que du coup ils vont péter des câbles à certains moments, et je pense qu'on voit ce que ça donne avec ce personnage. C'est vrai. Après, sur le coup, tu sens qu'il est renfermé en lui-même. Et que du coup, ça peut expliquer que quand il pète un câble, parce que voilà, ça le saoule, quoi. C'est sûr, quand il disait pourquoi t'as fait ça, pourquoi t'as pété une baie vitrée, mais elles sont toutes dessus. Ah oui, d'ailleurs, pourquoi t'as fait ça? Tiens, on a arrêté de dire régulièrement, nanana. Et tu dis, mais en fait, c'est vous qui l'emmerdez, en fait. C'est pour ça qu'il a pété un câble, parce que ça faisait chier. Comment vous pouvez lui poser la question, genre, ah, comment ça se fait, on est en train de t'insulter et en même temps, t'as pété un câble, c'est bizarre. Mais pourquoi tu portes ce costume? Oui. Et pourquoi tu fais ci, t'es un peu bizarre, pourquoi tu fais ça? Oui, et puis quand il l'appelle au début, il leur dit oui, je viens, et puis elle lui raccrochonner de façon un peu brute. Qu'est-ce que tu fais là? Je travaille. Ah, donc t'as pas le temps pour moi, monsieur c'est quoi, c'est bavasser, un truc comme ça? Bavarder, ouais. Ah, toi, tu bavardes maintenant. Je vais te laisser bavarder, mais pourquoi? T'as l'impression qu'elles ont ce besoin de contrôler tout ce qu'il fait, tout ce qu'il dit, tout ce qu'il pense, en fait. Tout ce qu'il dit, surtout. Et ce qui fait qu'on renvoie du coup, ça explique l'état du personnage. Oui, il est tout le temps, du coup, à se justifier. Il dit non, mais j'ai pas vraiment fait ça, j'ai pas vraiment pété le truc, j'ai pas vraiment de problème de colère. Parce qu'il a ce truc de non, mais je sais qu'on va me reprendre là-dessus, donc il faut à tout prix que je dise que je suis pas comme ça. Ça se comprend aussi. Je vous propose une deuxième pause musicale avec He Needs Me. Ah. And all at once
he does. Maybe it's because he's so alone. Maybe it's because he's never had a home. He needs me, 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 he needs me. For once in life, I finally felt that someone needed me. And if it turns out real, then love can turn the wheel. Because he needs me, 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 he needs me. He needs me, 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 he needs me. Da 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 dum. Da 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 da. Et voilà, c'était l'excellent titre He Needs Me, qui est d'abord dans le film Popeye, si j'ai bien compris. De Robert Altman. Ok, donc si vous voulez voir le film, pourquoi pas, ça peut être intéressant. Et donc du coup, le titre He Needs Me signifie clairement il a besoin de moi, et ça se ressent vraiment dans le film en fait. Sans Léna Léonard, effectivement, il pourrait pas exprimer tout ce qu'il a à l'intérieur de lui, quoi. Donc c'est vraiment une chanson très très bien choisie, personnellement je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez. Bah déjà, elle rentre un peu dans je trouve, esthétiquement, thématiquement, dans la première musique qu'on a entendue. Dans ce truc très ancien, parce que là, donc, typiquement, c'est un film des années 60, je crois. Peut-être oui, c'est ça. Popeye, je crois. Le dessin animé? Non, le film. des Ah, années le film, 60. ah oui, j'aurais dit Je plus tard. crois. Mais, Je peux me tromper, on me corrigera. Mais c'est dans tous les cas pour dire que c'est pas un film récent, que c'est intéressant de dialoguer avec un film comme ça qui n'est pas un film récent. Et aussi, c'est intéressant, He Needs Me, c'est chez Duval, Olive, donc une femme qui chante ça à propos de l'homme qu'elle aime. Et là, quand on a cette musique, on a la perspective du héros masculin qui pense certainement à Léna. Donc t'as cette espèce de ce côté là je le disais, mais je pense que c'est vraiment la chanson qui vraiment est vraiment l'exemple des papillons dans le ventre, enfin ce truc très très beau, très très pur, très très féerique. Et en même temps, t'as ces paroles de He Needs Me où c'est vrai comme tu l'as dit, là on est sur un truc de dépendance. Donc ce qui est marrant, c'est est-ce que du coup c'est on échange donc le truc de He Needs Me, donc c'est lui qui pense à elle, ou est-ce que c'est qui needs qui dans la relation, quoi. Ce truc là qui est curieux dans ce changement de point de vue. Oui, parce que du coup, comme on le dit au début de l'émission, en fait, les rôles traditionnels, clichés, sont inversés en fait dans le film, où d'habitude c'est toujours l'homme qui vient sauver une pauvre femme en détresse, alors là que clairement c'est la femme qui vient sauver un pauvre homme en détresse en fait. Mais il la rejoint pour se faire sauver. Oui, puis après Ouais. il y a C'est quand même fou. un moment où il tabasse 4 mecs à C'est pas faux. point, donc on retourne quand même dans le mec viril qui tabasse les gens dangereux pour sa dulcinée. Oui. Alors, avis à tous les hommes qui nous écoutent, ne tabassez pas des gens pour impressionner une femme. C'est une idée de merde. Moi, je vous Sauf le si dis. vous pouvez vraiment les défoncer. Ouais, Bah les non. tabassez pas pour quelle que soit la raison. Voilà, oui. Alors. Oui. Tout Je veux dire, simplement. moi, je connais pas une seule meuf qui est là. Waouh, j'adore quand on tabasse pour moi, tu vois. Ça me fait pas du tout peur pour moi-même. Ben non, C'est maintenant fou, tu dis ah le mec est capable de faire ça. Waouh, vite, j'invite à la maison. Surtout si une journée avant il t'a dit qu'il a envie de te défoncer le visage Oui. à coups de marteau. Oui, c'est c'est totalement. sûr. Tu dis non, non, Oui. c'est une idée de merde. Donc oui, ne tabassons pas les gens, c'est très important. Soyons plus dans le dialogue. Même si je sais que des fois on a comme envie de tabasser des gens, mais ça c'est des raisons de chacun. Mais on ne le fait pas.
Parlons musique, justement. Alors, la musique apporte un support émotionnel au personnage. Quand il est amoureux, c'est très doux, très lent, comme on a pu l'entendre jusqu'à présent. Quand il est pas bien, c'est une autre musique qui arrive, qui est une musique qui est un petit peu plus violente, saccadée, plus robotique. Je sais pas c'est quoi le nom de ce type de musique par contre. Je sais pas si quelqu'un Je pourrais pas t'aider, moi. Non mais plus. je vous propose un extrait qu'on peut Oui. écouter pour vous donner une idée. Bon, voilà, vous voyez à peu près en gros l'idée du style de musique. Je sais pas. Vraie musique électronique. Ouais, je pense ouais, que voilà, ça va un pas truc loin que plus ça. un peu angoissant mine de rien quand on l'écoute. Alors, pourquoi selon vous ce choix de musique vraiment radicalement opposé quoi. On a vraiment une musique très romantique et une musique qui me faisait penser à un des films qu'on avait vu, Blade Runner, où on pouvait retrouver un peu ce style de musique-là aussi. Bah, je trouve déjà angoissant, le quoi. motif de la boucle dans la musique, je trouve ça représente bien la façon qu'il a le personnage de gérer ses problèmes. Mhm. Où on va souvent le voir faire les 100 pas, souvent le voir se replier sur lui-même dans une boucle, quoi. Donc je pense que ça représente bien ce personnage. C'est pas faux, c'est peut-être Oui. pour ça ce style de musique, Mais effectivement. quand tu dis que quand tu dis que ça angoisse, ben en fait pour moi ça représente l'angoisse. Enfin, je le trouve c'est-à-dire que en plus moi quand j'ai regardé ce film, je pense que j'étais pas mal fatiguée, donc j'avais l'essence, tu sais, très à fleur de peau. Ouais. Et ben clairement c'est une scène que j'ai eu beaucoup de mal à suivre parce que ça me prenait la tête et qu'en fait ça représente parfaitement ce que j'imagine quand j'imagine de l'angoisse en fait. C'est-à-dire que t'as toutes tes pensées, t'as la boucle effectivement dont JP parle. Vraiment cette idée de ça tourne en boucle, la chose qui t'agace te tourne en boucle dans ta tête et sauf qu'en fait t'as tous les bruits extérieurs, toutes tes pensées aussi qui prennent le dessus là, toutes les petits ping-pong là, toutes les notes différentes, les bruits différents et même dans la scène où c'est utilisé vraiment sur un long moment. Ça prend même le pas sur ce qu'il entend, sur les conversations qui se passent, ça prend le pas sur sa voix. Et en fait, ça le C'est vrai. submerge, quoi. Donc pour moi, voilà, quand tu parles du fait que ce soit plus doux pour l'amant, c'est qu'en fait, à chaque fois, ouais, on est vraiment... c'est une illustration sonore de ce qui se passe, quoi. Dans sa tête, je dirais. Oui, oui. Bah, c'est une musique qui anime bien ce qui se passe. Mais c'est vrai que ça a quand même... c'est vraiment complètement opposé, tu vois. On pourrait mettre un truc plus rock'n'roll, par exemple, tu vois, mais pas du tout. C'est vraiment un style de musique qui caractérise bien le personnage, tu vois, mais en opposition aux musiques romantiques où c'est vraiment plus fluide, plus léger. Là, c'est pas fluide, c'est pas léger, c'est vraiment très J'ai tu l'impression vois. que ça se cogne contre des murs. Enfin, Ouais, je sais pas c'est comment ça. dire, il est vraiment dans ce dont il est enfermé, quoi, en fait. C'est ça, Il est ouais, il est vraiment enfermé. enfermé en fait. Alors, autre question. T'as l'impression que c'est un quiz en fait. Alors, parlons décor et ça, les plans sont franchement magnifiques dans ce film. C'est J'ai voulu regarder comment ça s'appelait, parce que moi je suis pas spécialement un expert en focal ou autre. Et de ce que j'ai compris, les plans, donc ceux qu'on a beaucoup au début, avec des perspectives un petit peu déformées et des plans très larges, de ce que j'ai compris, ce serait plutôt ce qu'on appelle une lentille anamorphique. Ah d'accord, ok. Voilà. Et ça veut dire Anamorphique, ça veut dire que ça enlève des formes. Ça tord les proportions et donc plutôt dans le sens de la largeur. Parce que donc notamment au ça début... fait plus long.
Enfin, plus... Plus large. Ouais, plus large, ouais. Enfin, vraiment, bon, là, je fais avec mes doigts, donc vous allez pas la voir, mais c'est, je pense, de toute façon, vous allez le voir si vous regardez le film, vous avez vu le film. C'est surtout dans les premières scènes. Quand on voit donc son allée de garage ou je sais pas quoi, là. Son bureau. Non, mais je pense même l'allée devant. Oui, Où oui, c'est hyper en profondeur. Ouais. L'allée Oui, du voilà, c'est garage. ça. En profondeur, mais aussi en largeur, où ça va être très distordu, quoi. Mm. Oui, oui, et du coup, en fait, ces plans sont vraiment très très beaux. Et en fait, t'as l'impression que c'est comme des photographies, mine de rien, posées. T'as des scènes à un moment donné quand il va pour aller dans. Quand il va pour prendre l'avion. Non, quand il est je sais plus, dans l'hôtel ou chez la meuf, dans son immeuble, t'as toute une série d'exits, tu vois, de sorties de secours, et tu le vois courir comme ça, et ce plan, il est magnifique, parce que tu le vois enchaîner, tu vois tous les panneaux exit les uns après les autres, et lui, il court vers cette sortie, comme si il sortait de lui-même, en fait, finalement. Alors, le message est assez beau, et du coup, c'est quand même des choix de plans assez intéressants. Est-ce que là aussi... C'était pour mieux décrire ce que ressentait le personnage, tout comme pour la musique, selon vous, ou pas du tout? Ou c'est juste parce que le directeur de la photographie a un œil de ouf, quoi? Les deux. Et de... Je sais pas. Oui. Oui, bah, enfin, déjà, je pense que c'est bête à dire, mais si c'est beau, en général, on essaie de le faire. Et de fait, comme tu l'as dit, il y a un sens à le faire se diriger vers la sortie, et même parce que donc les scènes dont j'ai parlé, c'est donc c'est quand on tord les proportions comme ça à ce point-là, ça crée de la gêne, ça crée un certain dérangement. En tout cas, ça crée peut-être plutôt, pour être plus précis, un inconfort. Parce que de fait, les personnages sont inconfortables au début, là où après, on a des scènes qui vont être, je pense, belles, mais sans concession belle, enfin sans côté dérangeant. Je pense notamment à Hawaï, où vraiment tout est magnifique. Oui, d'ailleurs, on se croirait à Hawaï. Oui, je me l'étais noté, c'est vraiment Hawaï ici. Ouais. Ça ressemble vraiment à Hawaï, je crois qu'il dit. Ouais. Ce qui est très intelligent et ce qui est très dans son personnage, je trouve, à dire, parce qu'il y a ce truc de C'est comme ça que je de m'imagine. s'intéresser au truc, mais avec tout ce truc d'arnaque, de s'intéresser, on voit qu'il a un rapport très, très carte postale au monde, quoi. Oui, c'est vrai. Bah, comme s'il n'était jamais bougé de chez lui, en fait. Oui, bah, c'est ce qui est C'est clair, certainement ouais. le cas. Mais oui, je pense qu'il y a une vraie progression, du coup, pour dire par rapport à son état émotionnel, en tout cas, par rapport à ta question. Ouais, puis il change aussi. Même sa position dans l'image change. Oui. Ah, il y a une scène, je sais pas si c'est ce dont tu allais parler, quand la jeune femme fait du chantage auprès de lui pour la première fois. Il est au téléphone et pendant qu'elle lui parle, donc il commence très près de la caméra et il recule. Ouais. Il recule et tu vois que c'est ce truc, je trouve très enfantin mais très beau de là je suis mal et tu sais, je réfléchis pas et juste mon corps me fait reculer, quoi. Ah, Tout il y à avait fait, ouais, comme plusieurs quand on en choses. fait des bêtises. C'est exactement ça. Puis il y a le tout début qui est très beau, qui est aussi avec la couleur. Quand tu le découvres dans son bureau, il est dans un coin avec toutes ces lignes, cette ligne de bleu en dessous qui va avec son costume. Le côté où quand il rejoint Lena à Hawaï et qu'ils s'embrassent, il se retrouve au milieu. Oui, mais c'est vrai que la foule qui passe en même temps, j'ai trouvé ça super chouette. C'est comme si d'un seul coup, c'est pas que le temps s'arrête, c'est que d'un seul coup, il se retrouve au milieu d'une foule et que ça a plus d'importance, en fait. Je crois qu'elles avancent. J'ai l'impression qu'ils avancent comme si ça s'accélérait à un moment donné. C'est la scène où il s'avance vers elle en lui tendant la main. Oui, Ouais. c'est ça. Et qu'elle l'embrasse. Elle l'embrasse et que ça fait vraiment un ouf. Ouais. Mais c'est bien parce qu'il y a contact. Et non, cette scène est très très belle d'ailleurs. Mais j'aime bien en plus parce que du coup, j'aime bien ce côté où ça reste sur de la maladresse à la base. Oui. Et du coup, ça rend pareil le baiser plus réaliste, moins moins romantique. Moins classique, moins cliché aussi. Ouais, moins c'est cliché. vrai. Moins Tout à cliché fait. parce que tu les vois même pas. En fait, tu vois juste l'ombre, quoi. Et ouais, c'est plus intéressant. Oui. Alors c'est vrai que d'un point de vue décor, image, lumière et tout, c'est incroyable. Ce film est hyper beau, quoi. Et justement, vous avez pensé quoi du film, vous? Alors oui, je pense qu'on va demander à Lise. Ah oui, du coup, c'est ce que je disais. Je pense que personnellement, j'étais dans un état de fatigue qui exaltait mes sens, qui du coup ont été assez mis à mal. Mais c'est pas forcément... Voilà, est-ce que c'est négatif? Je sais pas. Parce qu'au moins, ça m'a fait ressentir quelque chose. Sur le moment, c'était pas... C'est un peu le but des films. C'était pas, tu vois, c'était pas super chouette à ressentir, mais en même temps, peut-être parce que ça me ressemblait, tu vois. D'accord.
Oui, je Dans peux comprendre, l'angoisse qu'il y avait Ouais. dans la scène dont je parlais avec cette musique, je pense que c'est juste parce que ça résonne. ouais. Oui. Et de même que j'étais là, genre, bah franchement, moi je sais pas si je vais voir quelqu'un et je lui dis, bah écoute, je suis venue te voir parce que j'ai vu une photo de toi. Tu vois, je me dis, est-ce que vraiment dans la réalité ça se passe comme ça? Je sais Bah, pas quoi. Si quelqu'un te dit ça, tu dis, bah moi j'appelais les flics en fait. Voilà, et je me disais, ouais, tu vois, c'est vraiment même. Ouais, elle a ce côté. Ce que je te disais, la quirky girl, je sais même pas si c'est ça exactement, le côté excentrique un peu. Vraiment. C'est pas tu excentrique, dis- je pense qu'elle est juste Ouais, honnête. Elle tu vois, est honnête, elle-même. mais du coup, en fait, je pense que c'est des trucs justement. Elle dit les trucs, les choses que toi, que nous, si on les pense, je pense qu'on peut les penser, mais on les sort pas. Ouais, bah sauf lécher des globes oculaires. Moi, je le. Non, j'en ai mais pensé, voilà, en mais fait. tu vois, tu pourrais dire, c'est comme en espagnol, te como tu cara, je pourrais te bouffer, tu vois, je pourrais te bouffer. Ok, voilà, tu fais l'espagnol. Oui. Mais, enfin, non, d'ailleurs. Mais oui, non, mais il y a ce côté-là, voilà, où tu vas. Surtout quand c'est quelqu'un que tu viens de rencontrer, c'est la première fois que t'es en intimité avec cette personne. T'as Est-ce un que désir qui brûle. est-ce que t'oses directement lui sortir des trucs comme ça? Je sais pas. Non, Elle je est pense que leuse. tu mets du temps, ouais. Et du coup, est-ce que ça me dérange parce que je me dis, mais faut pas faire ça, ou plutôt, punaise, vas-y, elle ose, quoi. Je sais pas. Donc, Après, elle voit un peu vite les personnages aussi. Hein. Comment? Elle a vite capté le personnage. Du coup, Oui, c'est je bien. pense que c'est ça aussi. Oui, Elle ose parce que t'as raison. Elle sent qu'elle va avoir. Parce que même lui était bien bizarre avec elle déjà. Dès le départ, ouais. Ouais. T'avais fini, Lise? Oui, j'ai fini. Parce que moi, sinon, quand même, pour répondre à ta question, moi, j'avais proposé ce film plus parce que j'aime vraiment beaucoup le cinéma de Paul Thomas Anderson. Et c'est pas forcément ce film-là qui est mon préféré. D'accord. Je l'aime beaucoup, je pense qu'il y a aucun de ces films que j'aime vraiment peu. Peut-être moi, à part The Master, par exemple, que j'aime pas trop, je trouve. Il a eu une période de. Bah, là, dans la deuxième partie de sa carrière, où il est plus, entre guillemets, respectable à faire. Enfin, respectable, peut-être plus précieux ou autre, mais plus à faire des films sérieux. Ce qui, moi, me plaît peut-être un petit peu moins. Moi, je l'aime beaucoup dans ses comédies. D'accord. Si je peux vous recommander, moi, j'ai adoré son film Boogie Nights. D'accord. Et là, son film Magnolia qui avait fait juste avant celui-là, Punch Drunk Love. Et son dernier, Licorice Pizza, j'ai trouvé incroyable aussi. Et son prochain, je l'ai pas vu, mais il sera aussi certainement très bien. Ok, bah, c'est cool, ça, tu nous annonces. Boogie Nights, c'est Philippe Seymour Hoffman, non? Ouais, tu l'as vu ou pas? Non, mais je Non. voudrais. que C'est dans ma liste. Boogie Nights, pour faire un petit résumé, c'est un film sur l'âge d'or du porno D'accord. aux États-Unis. On retrouve Mark Wahlberg, alors avant qu'on découvre qu'il était plus ou moins un Rappeur. nazi. Rappeur et qui faisait des ratonnades. Oh punaise. Ah, Et- ça a l'air d'être un mec hyper sympa, dis Oui, donc. non, mais vous inquiétez pas. Et il joue en gros un jeune paumé qui veut travailler dans l'industrie du X et qui va rencontrer un réalisateur qui va rencontrer du coup tout ce milieu-là, donc dans la vallée de San Fernando, Ok. qui était la vallée du X. Voilà. Et ben, t'en sais des choses. Vous sur avez le Maxine porno, dans le même dis genre. donc. Dans le porno des années 70, parce que du coup ça a Ah oui, changé tu après. t'es arrêté là après. Oui, ouais, voilà, J'ai pas évolué avec le porno en fait. Non, non. Sur les films sur le porno, mais en mode horreur, t'as Maxine. Ok. Maxime. C'est très particulier. Je suis pas sûr de vouloir voir ça. Et juste pour finir sur Bougnat, ce qui est marrant, c'est qu'en gros, donc c'est une comédie. Donc en fait, c'est que ça commence. C'est un film vraiment qui est en deux parties, qui commence vraiment sur des blagues un peu à la, comment on appelle ça, l'American Pie. Par exemple, t'as un mec. La blague, c'est que sa femme fait que de le tromper dans des orgies de plus en plus insolentes. Et en plus, elle va le tromper, il va l'interrompre et elle va lui dire, bah vas-y, casse-toi, qu'est-ce que tu fais? Et en fait, tu vas avoir tout ce décalage où en fait, tu vois que tous ces moments où des gens rigolaient, en fait, tu rigolais avec eux, mais c'était souvent des choses assez macabres qui se passaient. Et t'as tout ce passage où du coup, ils vont essayer de se faire reconnaître en tant que vrais acteurs, parce que de fait, ils sont des vrais acteurs. Et c'est vraiment magnifique. T'as juste aussi, pour finir, une scène que je décris, donc, parce qu'elle est au tout début. En gros, la première scène qui tourne avec une actrice jouée par Julianne Moore, où en gros la scène est magnifique parce qu'il donc il tourne sa première scène, lui il est forcément très timide et les caméras de l'époque sont d'assez mauvaise qualité, donc en fait t'as ce truc où on va te montrer leur rencontre d'après la caméra de l'époque. Donc il vient avec sa fausse moustache, sa perruque et dire bonjour madame, viens pour me faire rembourser mes dettes. Tu fais vachement bien acteur porno, je trouve. Bah, merci. J'ai une seconde vie. Ah ouais, d'accord. Et Je me disais bien que j'avais déjà vu. et non, donc il fait ça, donc ce truc très ridicule, très moche et très impersonnel, parce que donc tourné avec des caméras de l'époque très
très lointaines, et tu vas avoir des cuts, donc sur la même scène, sur la même temporalité, mais donc avec une caméra actuelle, qui n'est pas dans la visée des films, sur les pots. En gros, sur le fait que donc, tu vas les voir de loin, un peu hésitant, normal, mal réciter leur ligne d'acteur, et tu vas les voir de près, se jeter des regards, lui être gêné, parce qu'il est là, quand même, je vais quand même partager un acte intime devant une caméra, c'est quand même bizarre. L'actrice plus expérimentée le regarder, le rassurer, tout en ayant des plans de elle qui dit « Oh là là, monsieur, mais je ne sais pas comment je vais faire », et tu vas avoir le plan après elle le regarde. Non, mais en fait, c'est que tu vas avoir vraiment des regards, mais plein de confiance et plein de douceur, et tu vas avoir, donc, je crois pas que tu les vois avoir des relations. Commettre. Non, mais je cherchais. On sent que JB commet beaucoup de relations sexuelles. Non, mais je cherchais. Non, mais comme dans une émission respectable, donc je cherchais une expression qui. Tu peux dire coït. Voilà, faire un coït. Je crois pas qu'on les voit faire de coït. Juste commencer à s'embrasser. Et ce qui est intéressant, c'est que tu vas voir. Faire la chose. Juste commencer non, mais vraiment s'enlacer dans le sens où je crois qu'ils ont encore leurs vêtements à peu près. Et tu vas donc les voir s'enlacer de façon un petit peu grotesque à la caméra. Et tu vas voir en zoom les mains qui se posent sur les bras et les frissons sur les peaux. D'accord. Un peu ce truc du réel qui se passe dans la scène. Et j'ai mis beaucoup de temps à écrire cette scène et peut-être pas très bien, mais c'est vraiment magnifique. Et je pense que c'est envie de regarder. Ouais, et puis maintenant on sait que pour dire faire l'amour, il faut dire commettre le sexe. Commettre un acte. Commettre un acte. Malencontreux, je sais pas. Moi j'ai ricoché. Ricocham. Ricocham together. C'est un super titre pour une chanson de cul. Voilà. Malheureusement, il est l'heure pour nous de nous quitter. Il est l'heure pour JB d'aller commettre des actes répréhensibles. Ouais, en plus, je fais le pont, donc je vais pouvoir commettre. Tu vas beaucoup commettre. 4 jours à commettre. 4 jours de commettre. De commettre un petit rappel concernant l'après-projection. Oui, j'allais le dire aussi. Parce que le mercredi 21 mai, nous aurons l'occasion de vous accueillir au Café Labo, comme d'habitude, de la MJC de Montmorillon, à partir de 18h, pour parler du film au sein d'un café cinéma avec Ben. Tout à fait. Voilà. Ouais. Et on rappelle que le film est diffusé le 17 mai à 20h, donc c'est la semaine prochaine, si je ne me trompe pas, et que ça vaut le coup d'y aller, puisque nous y verrons de belles couleurs. Nous y verrons JB commettre un film. Je vais commettre une présentation. J'espère que tu auras toujours ton pantalon sur toi. Oui. En plus, je vais commettre une présentation très courte, je vous rassure. Ah ouais? T'es un grand rapide. Je commets des choses assez courtes en général. Ok, ça. Eh ben, un petit message pour tous ceux qui seront là. Ce sera court mais intense. Donc, même ça, je vous le promets pas. Ce sera court. En tout cas. Tu peux me permettre, ces présentations sont généralement très satisfaisantes. D'accord. On parle de présentation ou de commettre là? Du coup, on se quitte en musique comme à chaque fois avec Here We Go. Donc ici, on y va. On y va. Donc, ça va très bien commettre. Du coup, voilà, c'est parti en sucette. Il nous reste peut-être 2 minutes, même pas. Donc, bonne séance sur Radio Agora. Et n'hésitez pas à aller le 17 mai à 20h au cinéma Le Majestic pour voir ce film Punch Drunk Love qui ne vous laissera pas indifférent, je pense. Au mois prochain. You've gotta hope that there's someone for you, as strange as you are. Who can cope with the things that you do without trying too hard? 'Cause you can bend the truth till it's soothing you. These things that you're wrapping all around you, you never know what they will amount to. If your life is just going on without you, it's the end of the things you know. Here we go.
gotta know that there's more to this world than what you have seen. Because we all have a limited view of what it can be. As we move along with our blinders on, each one of us feels a little stranded. You can't explain or understand it. Each one of us on a different planet. Amidst all the to and fro, someone can say, hello, here we go. Feeling that someone really gets you, but it's something that no one should object to. It could happen today, so I suggest you skip your habit of laying low. It's the end of the things you know. Here we go. 'Cause someone can say hello, you old soul. And so here we go. Bond. James Bond. You fuck my wife. Welcome